Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours dans la base de données, dans ce volet sécurité de la base de données, en essayant de répondre à la question comment je peux rendre ma base plus robuste, plus sûre, eh bien nous allons voir à travers de cette vidéo la notion de transaction. La notion de transaction, elle va nous aider également à faire en sorte que les données de notre base de données restent toujours cohérentes. Alors quel est le principe de la transaction? Eh bien tout simplement, la transaction va s'assurer que lorsque l'on a un traitement à faire, rien ne se passe jamais à moitié. On va voir que, à travers des exemples, que certains traitements ont souvent une contrepartie. Par exemple, si je fais un virement à une personne, un virement bancaire, eh bien, il y aura une somme d'argent qui va être débitée de mon compte et il y a une somme d'argent qui va être créditée sur le compte de la personne à qui je fais le virement. On ne peut pas imaginer que cette transaction ne fasse que la moitié du boulot. C'est-à-dire soit elle ne débite que mon compte, sans que mon ami soit crédité, donc ça mettrait la base de données dans un état un petit peu bâtard, soit on pourrait imaginer qu'il n'y a que mon ami qui soit crédité et moi je ne sois pas débité. Là on aurait créé de l'argent magique. Donc la transaction va nous aider à régler ce genre de choses. Soit les deux ordres passent, soit aucun des deux ne passe. Et on va voir comment mettre en application ce genre de procédé. Alors, sur la transaction dans MySQL permet justement, comme on vient de le voir, de garder la cohérence des données. On va essayer de faire en sorte que la base de données reste cohérente. Donc on a vu que MySQL gère déjà énormément de choses à ce niveau-là. Elle va déjà vérifier les clés étrangères, les clés primaires, si tout est bien organisé. Si on ne peut pas supprimer une valeur dans une table dont la clé est encore utilisée dans une autre table, ça SQL sait faire. Maintenant, là, la transaction va nous permettre de finalement gérer la stabilité de la base de données d'un point de vue plus fonctionnel. MySQL, lui, ça ne lui dérange pas de juste enlever de l'argent d'un compte sans en créditer ailleurs. Lui, ça lui va très bien. Le virement, c'est quelque chose que nous, on essaie de mettre en place, mais qui est une notion humaine, c'est pas une notion informatique. C'est quelque chose qu'on va essayer de lui faire traiter. Donc, on va essayer de lui expliquer les règles que l'on va mettre en place, et on va essayer de faire des blocs d'instructions. Donc, un bloc d'instructions, soit effectué en entier, soit ne sera pas effectué du tout. En tout cas, il ne sera pas effectué à moitié. On pourrait imaginer, par exemple, un bloc d'instructions où on aurait fait quelques requêtes, et en plein milieu, il y aurait une coupure de courant, ce qui peut arriver, qui éteint notre serveur. Comment est-ce qu'on ferait si, en redémarrant la base de données, on ne saurait pas dans quel état on est, là où on s'est arrêté? Et donc, en fait, on va voir qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour ne pas tomber dans cette situation-là. Vous pouvez, par exemple, cet exemple peut se retrouver dans différents secteurs de votre entreprise. On a parlé du virement entre deux personnes, on peut parler aussi du paiement du salaire. Le salaire, c'est quelque chose qui est crédité sur votre compte, c'est quelque chose qui est débité de l'entreprise. Là aussi, il y a une contrepartie. On peut arriver sur la gestion des stocks, par exemple. Si vous êtes sur un site marchand, que vous commandez un article, l'article qui vous est livré doit être sorti des stocks. Donc il doit être ajouté chez vous, il doit être retiré des stocks. S'il n'est pas retiré des stocks, à partir d'un moment, des utilisateurs, des acheteurs vont pouvoir commander un article qui finalement n'est pas en stock. Et il va y avoir des problèmes au niveau de la livraison. Donc vous voyez que cette notion de contrepartie, à chaque fois, est très importante. Là, on est sur des problèmes simples. Les problèmes de contrepartie peuvent être beaucoup plus complexes et peuvent être sur plus que deux tables. Mais en fait, on va rester sur le même principe, c'est-à-dire qu'une transaction va soit passer en entier, soit pas passer du tout. Mais on ne va pas laisser passer quelques ordres. Alors sur le fonctionnement, c'est un fonctionnement finalement assez linéaire. On va débuter une transaction, on va exécuter les requêtes une à une, comme on exécuterait finalement les lignes d'un programme, et les modifications apparaissent pour le moment comme temporaires. Donc elles sont uniquement dans la transaction. Si une requête se passe mal, c'est-à-dire qu'elle termine en erreur, alors toutes les modifications temporaires qui ont été faites jusqu'ici sont simplement annulées. On appelle l'instruction rollback, qui va justement remettre la base dans l'état qu'elle était avant que la transaction ne débute. Donc toutes les instructions qui ont été déroulées jusque-là, en fait, seront annulées. Dans le cas contraire, si toutes les requêtes arrivent au bout, ça veut dire que ma transaction s'est entièrement bien passée, toutes les instructions se sont bien déroulées. Là, on pourra conclure avec l'instruction commit, qui cette fois-ci va prendre les données temporaires pour l'instant et va les mettre définitivement dans la base de données, va les inscrire dans la base de données. Donc là, on va voir plus concrètement comment ça marche. Alors comment ça marche? Tout simplement, on va déjà voir qu'il y a peut-être déjà un biais de base quand on utilise MySQL, c'est qu'il est possible de faire ce qu'on appelle un autocommit.
Un autocommit, c'est-à-dire que après chaque instruction, un commit est exécuté. Et donc, la possibilité d'avoir un autocommit va faire en sorte que la transaction, pour l'instant, est impossible. À chaque fois que vous faites un insert, vous avez un commit directement derrière. Et on a vu que commit, c'est l'instruction qui permet justement de prendre toutes les modifications et de les remettre une fois pour toutes dans la base de données. Donc la première chose à vérifier, quand vous êtes sur votre base MySQL, donc là j'ai ouvert Workbench, j'ai ouvert la session, je suis pour l'instant un administrateur pour avoir tous les droits, je vais faire un select de la variable autocommit. Alors je ne sais plus si c'est une fonction, non, c'est une variable. Ok, vous voyez que là, ma variable autocommit, elle a une valeur de 1. Et valeur de 1, ça veut dire que l'autocommit est enclenché. Donc moi, je ne veux pas qu'elle soit enclenchée. Tiens, je me demande d'ailleurs si je ne suis pas obligé de mettre les arrobas. Est-ce que ça marcherait? Non, ça ne marche pas. Donc, mon autocommit est pour l'instant à 1, ce qui veut dire que l'autocommit est enclenché. Donc le 1, c'est exactement comme les valeurs true et false de booléen. False, c'est 0, vrai, c'est 1. Donc ça veut dire que pour l'instant, l'autocommit est enclenché. Ça veut dire que si je fais un insert, chaque insert que je fais un insert dans une table, n'importe quoi, et bien automatiquement, MySQL va rajouter derrière l'instruction commit. Donc, insert va insérer dans une table temporaire les modifications et commit va tout de suite les inscrire derrière dans la vraie table. Donc ça, pour l'instant, vous allez voir qu'avec un autocommit enclenché, on ne peut pas faire des transactions. Donc la première chose à faire, c'est de mettre l'autocommit à 0. Et pour ça, on va utiliser l'instruction set qu'on utilise pour les variables, et on va faire un set autocommit. On va faire un set autocommit à 0. Ok, je vérifie. Cette fois-ci, la variable autocommit est à 0, donc ça veut dire que maintenant, il n'y a plus un commit qui est ajouté implicitement par MySQL. Et donc je vais pouvoir commencer à mettre en place mon mécanisme de transaction. Sur le mécanisme de transaction, on va essayer de modifier une valeur dans la table roman, une année par exemple, et on va voir le contenu de la table. Et ensuite, on essaiera de voir qu'est-ce que voit l'autre utilisateur pendant que je fais ma modification. Donc on va déjà commencer par créer un utilisateur que je vais appeler Bob. Je vais lui donner un mot de passe. Je mets Bob aussi, pour pas avoir à retenir des mots de passe. Donc faites pas jamais ça, hein, ne mettez jamais un mot de passe aussi simple. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple de ce qui peut se passer. Je vais déjà créer ma connexion avec Bob. Donc en user, je vais mettre Bob. Le nom de la connexion, je mets n'importe quoi. Je teste ma connexion. Avec le mot de passe Bob, j'ai mis Bob. Ok. Ça me crée une nouvelle connexion, et là, je suis connecté en tant que Bob. D'accord. Donc Bob, pour l'instant, ne voit rien, donc je vais au moins lui donner le droit de lecture. Donc ça, pour les droits, je vous ramène à la vidéo que l'on a déjà vue sur la gestion des utilisateurs. Je vais lui donner le droit sur toutes les tables de la base roman, tout Bob, voilà. Tac, et donc maintenant, normalement, il a le droit de regarder la table roman. Ok, il a accès à la table roman. Super. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire ici, je n'ai plus l'autocommit enclenché. Je vais prendre ma table roman. Et je vais en modifier des instructions. Par exemple, la communauté de l'anneau, par exemple, là je vois que ma date elle est fausse, j'ai 1990, c'est pas 1990 puisque normalement c'est arrivé avant les 2 tours, donc normalement ça doit être 1952, quelque chose comme ça. Donc je vais modifier ma table roman, donc pour ça je vais utiliser un update. Roman.roman, je vais utiliser update roman, suffit, je vais déjà utiliser. Je vais faire un set
de année égale 1952, where code ISBN, donc l'identifiant de mon livre, hein, j'utilise le code ISBN, est égal à 1. Là, je vais modifier l'année du livre La communauté des anneaux et je vais lui mettre l'année 52. Je lance ma procédure d'update, je vois que tout s'est bien passé. Je fais une sélection de romans et je vois qu'effectivement, la communauté de l'anneau est maintenant en année 1952. Prenons maintenant la connexion de Bob. Donc cette fois-ci, je change d'utilisateur, j'arrive à l'utilisateur Bob. Lui, si je fais une sélection, vous voyez que la communauté de l'anneau est toujours en 1990. Donc pour lui, rien n'a changé pour l'instant. C'est cette notion que pour l'instant, la transaction a démarré, j'ai modifié une information, mais l'information pour l'instant ne s'est pas répercutée dans la base de données. Si on voulait faire un petit schéma, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma table roman, qui est ici, qui en fait a été dupliquée. Donc ça c'est roman temporaire. Donc celle-là elle vient bien, elle a été dupliquée de roman. Voilà. Et donc pour l'instant je travaille sur cette table-là, sur le roman temporaire. D'accord ? Donc elle contient toutes les informations de roman et elle contient toutes les modifications que ma transaction est en train de faire. Elle est accessible uniquement par la session dans laquelle je suis, donc par l'utilisateur root dans lequel je suis, et vous voyez que les autres utilisateurs voient toujours la table roman telle qu'elle est. Ok ? Maintenant on a vu que j'ai deux solutions. Soit j'utilise, je vais mettre ça en vert, soit j'utilise la commande commit, et dans ce cas-là, je prends le contenu de la table temporaire et je le remets dans la table roman. Soit j'utilise l'instruction que j'appelle rollback, et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je supprime la table qui contient les informations temporaires et je me retrouve avec la table roman telle qu'elle était avant modification. Donc on va voir ces deux façons de faire. Si maintenant sur mon update qui est ici, j'utilise la fonction rollback et que je resélectionne mes romans, vous voyez que je suis de nouveau allé à 1990. Donc la modification de mon update a été annulée. C'est comme si j'avais fait un CTRL-Z dessus, un undo, ou ce genre de choses. Tout ce qui était pour l'instant temporaire a été supprimé, je suis revenu à la version de ma base de données. Ok ? Donc je vais refaire mon update. Là vous voyez que cette fois-ci j'ai 1952 qui est dedans. C'est pas définitif parce que chez Bob j'ai toujours encore 1990. Mais cette fois-ci je vais pas faire un rollback, je vais faire un commit. Voilà, donc de ce côté-là j'ai 1952. Et vous allez voir que si je vais du côté de chez Bob, j'ai maintenant 1952 aussi. Donc ça veut dire que le chemin, toutes les informations temporaires, grâce au commit, se sont retrouvées maintenant en définitive dans la table roman. Et la table roman est maintenant accessible à tous les utilisateurs. Donc voilà comment fonctionnent les instructions commit et rollback. Et on va aller un petit peu plus loin. Oui, on a encore la dernière instruction que j'aimerais voir avec vous. C'est que j'ai fait maintenant un commit dans la partie roman, et donc j'ai supprimé toutes les tables temporaires et j'ai réinscrit toutes les modifications dans la table définitive roman. Si maintenant je venais à faire un rollback maintenant, en fait je me rendrais compte que j'ai plus de modifications à traiter et je ne peux pas revenir en arrière sur une modification qui a déjà été terminée par un commit. Vous voyez que là je fais un rollback, j'ai plus de changement, je ne peux plus revenir en arrière. Le commit à entrer de manière définitive toutes les données temporaires dans la table roman. Et je n'ai pas la possibilité de revenir en arrière. Donc très attention avec le commit. Le commit c'est définitif, ce qui justement revient encore à accentuer la problématique que l'on peut avoir avec l'autocommit. D'accord ? Puisque si vous avez un autocommit d'enclenché, si jamais vous faites une fonction de suppression, un delete, et que vous vous rendez compte que vous avez utilisé les mauvais paramètres, en fait,
si vous avez un autocommit, vous ne pourrez pas revenir sur vos modifications avec un rollback. Donc attention avec cette variable, ça peut être intéressant parce que les modifications sont tout de suite mises à jour, mais ça peut être traître parce qu'en fait, on ne pourra pas revenir en arrière en cas de problème. Alors, tant que la transaction n'a pas été committée, c'est ce qu'on vient de voir, il est possible de revenir en arrière, c'est l'équivalent de CTRL Z dans la plupart des logiciels pour revenir en arrière, ou alors la commande undo. Une fois que le commit a été exécuté, les changements sont validés, et donc on n'a plus possibilité de travailler sur la table temporaire ou de supprimer les tables temporaires. À partir du moment où on a fait le commit, toutes les modifications temporaires ont vraiment été écrites dans la table originale, et sont donc accessibles à tous les autres utilisateurs. Tant que le commit n'a pas été fait, en fait, on travaille sur des données temporaires, on travaille un petit peu dans notre coin. Donc on n'a pas d'influence sur les autres utilisateurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours d'autres utilisateurs à la même base de données. Pour l'instant, tant qu'on est dans notre transaction, on ne fait rien de mal. Et on a toujours la possibilité de faire un rollback pour supprimer toutes les modifications qu'on aurait faites si jamais on avait fait une erreur. Donc l'intérêt de la transaction, c'est qu'il est possible maintenant de voir qu'il est possible d'avoir plusieurs requêtes dans la même transaction. C'est même son avantage principal. Au niveau des sujets que l'on a décrits, des problématiques qu'on a décrites au début, vous voyez les problèmes de contrepartie, par exemple, entre un virement, entre un compte qui doit être crédité et un compte qui doit être débité, ben vous voyez que ces deux requêtes devraient être dans la même transaction, pour s'assurer que ou les deux sont effectués, ou aucune des deux, mais jamais une des deux. Donc, chaque rollback et chaque commit termine une transaction et en redémarre une autre implicitement. C'est-à-dire que, en fait, tout est transaction, vous êtes toujours dans une transaction, et commit, rollback, mettent fin à la transaction courante, donc c'est-à-dire, en fait, gère ce qui se passe avec les informations temporaires, soit elles sont supprimées et on revient à l'état où on était avant le début de la transaction, soit on fait un commit et toutes les modifications sont insérées dans la base de données et on repart sur une nouvelle transaction avec un état stable de la base. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut écrire finalement une transaction de façon un petit peu plus explicite. C'est-à-dire qu'on ait vraiment un visuel de voir qu'une transaction commence, qu'une transaction termine. Qu'on ait un peu cette notion de bloc. Alors la transaction que j'appelle ici explicite, elle va commencer avec une instruction start transaction pour bien nous expliquer que la transaction démarre. Donc on va déjà essayer de la mettre en place. Ici, on va mettre en place une transaction. Donc, on va écrire un start transaction. Cette transaction, elle se terminera soit avec un commit, soit avec un rollback. Ce sont les deux mots qui permettent de terminer une transaction. Soit on valide les modifications, soit on revient en arrière sur les modifications temporaires. Entre ces deux instructions, on est libre de placer autant de requêtes SQL que nous le voulons. Ces requêtes, en fait, elles seront dans un même bloc et elles seront exécutées soit toutes à la fois, soit qu'une seule à la fois. Et on va voir qu'avec les jalons, qu'il y aura encore des possibilités un peu accrues pour avoir encore des réactions assez différentes par rapport à l'exécution de cette transaction. On va donc encadrer une requête de modification d'un livre avec une transaction explicite. Pour le moment, nous n'avons pas encore d'instruction qui permet de réagir à une erreur. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va voir au travers de cette vidéo, mais c'est quelque chose qui existe. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'à chaque fois que vous écrivez une requête SQL fausse, SQL vous remonte un code erreur. Et il y aurait possibilité effectivement de réagir par rapport à ce code erreur. Parce que, par exemple, une requête mal écrite et un enregistrement non trouvé, on ne réagirait peut-être pas de la même façon à ces deux erreurs. Donc il y a aussi une gestion d'erreurs que l'on peut mettre en place dans MySQL pour avoir une réaction par rapport à ce code d'erreur. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on verra au travers de cette vidéo. Donc là, pour reprendre un petit peu mon exemple, donc là j'ai pas vraiment, si vous voulez, de tables qui sont créées pour la gestion bancaire, mais on pourrait facilement imaginer à quoi pourraient ressembler ces tables. On pourrait avoir par exemple un update d'une table qui s'appellerait compte, qui contiendrait les comptes bancaires. On mettrait le solde du compte, on mettrait solde et on lui ajouterait 500 €, c'est le montant de notre virement. On n'oublie pas de mettre le client, puisque sinon c'est tous les comptes qui seraient crédités de 500 €, ou un numéro de client égale 1. Donc on aurait quelque part là une transaction qui se passerait comme ça. Et on aurait un update compte
pour la contrepartie, set solde égale solde moins 500, where num client égale 2. Et là, vous feriez le commit une fois que les deux instructions sont passées. Donc, vous auriez un client qui serait crédité de 500 €, vous auriez un client qui serait débité de 500 €, et c'est lorsque les deux instructions sont passées avec succès que vous faites le commit. Et donc, vous vous assurez que la contrepartie est bien passée également, que les deux ordres sont passés. Donc, la transaction, ça peut être quelque chose de très intéressant quand vous voulez maintenir la cohérence des données. Donc, utilisez au maximum les transactions quand vous faites des ordres multiples qui en fait doivent être tous exécutés pour maintenir la cohérence des données. On va parler encore d'une notion de jalon. Alors, jalon, c'est vrai que le terme français est assez... on l'utilise pas souvent en fait, le terme jalon. On a tendance à utiliser plutôt le terme anglais qui est save point ou checkpoint, et c'est une notion qui va parler aux gens qui, par exemple, jouent beaucoup aux jeux vidéo. La notion de checkpoint dans un jeu vidéo, c'est tout simplement quand vous avez un niveau qui est très très long à traverser, le jeu permet souvent d'avoir des checkpoints en plein milieu du niveau. Et c'est-à-dire que si jamais il vous arrive quelque chose au cours du niveau, vous tombez dans un trou ou vous êtes tué par un ennemi, en fait vous ne recommencez pas au début du niveau, vous recommencez au checkpoint, c'est-à-dire que vous recommencez au tiers, ou aux 2/3 ou à la moitié du niveau, ce qui vous évite de repartir de tout début. Eh bien, cette notion de checkpoint, cette notion de jalon, c'est exactement la même que dans les jeux vidéo. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire une transaction, on peut faire une transaction longue peut-être, et se rendre compte que on peut poser des jalons pour dire en fait ne recommence pas à partir du tout début de la transaction, puisque c'est une transaction très longue, mais recommence à ce jalon, ce qui va me faire gagner du temps. Donc, c'est comme si on divisait en fait cette transaction en plus petites transactions. Sauf que le problème avec SQL, c'est qu'il est interdit d'imbriquer des transactions. On avait vu en programmation notamment que quand vous avez des structures conditionnelles si, ou alors dans les langages de programmation comme Python, des if, vous pouviez les imbriquer, vous pouviez avoir des if dans des if, dans des if, dans des if, dans des if. Et bien là, la transaction MySQL ne permet pas d'imbriquer des transactions les unes dans les autres. Et donc, de pouvoir découper une transaction en sous-blocs, si vous voulez, ça va se faire au travers des jalons. Donc on va poser des jalons, on va poser des checkpoints, et on va dire, je suis arrivé là, c'est mon checkpoint, jusqu'ici tout va bien, et si jamais quelque chose se déroule mal dans la suite de ma transaction, eh bien je vais revenir au dernier checkpoint où je sais que la situation a été normale, où tout s'est bien passé. Et donc ça va nous faire gagner du temps, puisque ça va éviter que justement on se retrouve à faire tous les traitements qui peuvent être longs, qui ont déjà été faits en amont. Donc on va voir tout rapidement comment mettre un jalon en place techniquement. Donc, encore une fois, je donne un petit exemple ici. On peut imaginer un traitement qui met par exemple votre fichier client à jour par ordre alphabétique, et on se rend compte qu'une erreur se passe à partir du moment où vous traitez un client dont le nom de famille commence par la lettre Z. J'ai imaginé un Michel Zira. Donc ZY, il y a de fortes chances que ce soit l'un des derniers clients de votre fichier client. Il y a un problème avec sa fiche client, et ce client vous fait en fait perdre le traitement de tout votre fichier client. Donc là, en fait, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui n'est pas forcément possible. Vous étiez presque à la fin, vous aviez fait 99% de votre traitement, et le plantage fait qu'en fait, vous faites un rollback général sur tout votre fichier client et vous perdez toutes les modifications. Donc ça, c'est pas quelque chose que l'on veut. Donc dans cette situation, ce qu'on aurait pu faire, c'est poser un jalon après chacune des étapes que l'on essaye de faire. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Le jalon va se mettre en place avec la commande savePoint, et on va donner un libellé du jalon. Pour ceux qui ont déjà fait de la programmation et qui ont déjà vu la commande goTo, par exemple, qu'il ne faut surtout pas utiliser, mais elle existe dans la majorité des langages de programmation, eh bien la commande goTo marche un petit peu comme ça. Vous déclarez un label, et vous avez la possibilité de revenir à n'importe quel moment à ce label. Et bien là, c'est exactement le même principe, sauf que vous ne revenez pas au label de manière physique, vous ne pointez pas sur l'adresse du label, mais vous revenez à la situation de la base de données telle qu'elle était au moment où on a posé ce jalon. Et donc c'est très intéressant, puisque ça va nous permettre de revenir à une situation sauvegardée, à une situation qu'on avait trouvée stable,
c'est pour ça qu'on l'avait sauvegardé. Et donc on pourra revenir à cette situation stable. Donc l'intérêt de poser des jalons, c'est de pouvoir revenir à la dernière situation stable que l'on avait notée. Donc exemple de jalon, on va mettre en place une nouvelle transaction, on va modifier une première information dans la table roman, on va poser un jalon, on va modifier une seconde information dans la table roman, puis on va essayer de faire un rollback pour retrouver la situation du jalon précédent que l'on a posé. Enfin, on va modifier une troisième information dans la table roman, on va valider la transaction avec un commit et on va vérifier le contenu de la table roman. Donc, ça peut paraître un petit peu complexe, mais on va le faire étape par étape. On va donc démarrer une transaction. Donc on va faire un start transaction. On vérifie que l'autocommit est bien 0. Donc là c'est bon, j'ai pas d'autocommit. On va prendre la table. Je vais juste m'afficher la table roman pour avoir les intitulés de colonnes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un update. Imaginons maintenant, on va modifier le prix des romans puisque c'est une mise à jour. Donc on va faire un update de roman. On va faire set prix égale 7,10 €, where code ISBN égale 1. Code ISBN égale 1, c'est l'identifiant du roman. Là, on parle du roman, la communauté de l'anneau. On va le mettre à 7,10 € au lieu de 6,86 €. D'accord. Donc, on va poser ici un jalon qu'on va appeler par exemple, je vais l'appeler roman 1 OK. C'est-à-dire, je vais dire que le roman 1 a bien été traité jusqu'à présent. Ensuite, on va faire une deuxième modification. On va modifier le prix du roman 2. On va lui mettre 7,40 €. Where code ISBN égale 2. Donc le roman 2, on le voit là, c'est les deux tours. Pour l'instant, il est à 7,25 €, on va le mettre à 7,40 €. D'accord. Donc on va utiliser ici le rollback, le rollback to save point. Dans l'idée que, à partir de ce moment-là, on estime que, en fait, on estime qu'ici cette instruction ne voulait pas la faire, donc on veut revenir au dernier état stable de la base de données, et le dernier état stable de la base de données, il a été mis en place lorsqu'on a fait le save point de roman 1. Donc on va revenir à roman 1, et on va enfin mettre à jour une troisième information de la base de données. On va mettre un prix à... On a vu que 7,91 € c'était un peu pénible pour rendre la monnaie. On va mettre 8 € pour le livre 3. J'ai oublié un S. Ouais. Code ISBN égale 3. Et on va enfin faire un commit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va attendre en fait dans cette transaction? On va enlever tout ça. On va faire un début de notre transaction. On va mettre le roman 1 à jour, à son prix à jour, on va le mettre à 7,10 €. On va poser un jalon qui va s'appeler roman 1 OK. Donc là, le nom du jalon, vous le mettez exactement le nom que vous voulez, hein, c'est un libellé. Ensuite, on va mettre à jour le roman 2. On va mettre son prix à 7,40 €. Et on va essayer de faire un rollback to save point roman 1. Alors ça ne veut pas dire, j'ai donné tout à l'heure le goto en programmation. Le goto en programmation, c'est vraiment un saut dans les instructions et ça permet de repartir d'une instruction plus haut. Là, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'on repart de l'état de la base de données dans laquelle elle était quand on a posé le jalon roman 1 OK. Par contre, on ne repartira pas à la ligne 7 dans la transaction. On va rester ici, mais on va remettre la base dans l'état de notre roman 1. Et donc, ensuite, on va faire notre roman 3 et on va faire un commit. Donc on va lancer cette transaction avec l'éclair là-haut et on va essayer de voir quelles sont les modifications qui ont été faites dans la table roman. Donc le prix du roman 1 est passé à 7,10 €, ça c'est fait. Le prix du roman 2, il n'a pas été changé,
il est toujours à 7,25 € alors qu'on lui avait demandé de mettre 7,45 €, 7,40 €, mais le rollback a fait en sorte qu'on est revenu à la situation roman 1, donc avant que la modification du livre 2 soit faite, et ensuite on a encore fait la modification du roman 3, qui a un prix de 8 €, donc ça, là on est parti sur une base OK. Donc vous voyez, les jalons, ça va nous permettre justement de sauvegarder la situation d'une base de données. On estime que la situation est stable, on la sauvegarde, et si jamais on a besoin d'y retourner à un moment donné pour une raison ou pour une autre, il est possible de revenir toujours à la dernière version stable de notre base de données. Je voudrais revenir encore sur les commits implicites, qui est aussi une notion assez importante, c'est qu'on a vu qu'il y avait des commits implicites lorsque vous aviez la variable autocommit. Donc là, MySQL gérait avec cette variable-là des autocommits à chaque fois que vous tapiez un ordre SQL. Alors c'est pas la seule façon d'avoir un commit implicite. On va voir que toutes les commandes qui touchent à la structure de la table contiennent de manière générale un commit implicite. C'est-à-dire tout ce qui est create table, alter, rename ou drop table. C'est-à-dire le commit implicite, si vous faites un drop table, vous supprimez une table, il vous est impossible de faire un rollback. Vous ne pouvez pas revenir sur une suppression de table. Vous ne pouvez pas revenir sur une création de table, vous ne pouvez pas revenir sur un alter table. Si jamais vous faites un drop table, ce qu'il faudra faire, c'est un create table avec la même structure pour avoir de nouveau votre table. Mais vous allez la recréer vide, vous allez perdre les données qui sont dedans. Les commandes de manipulation de données, par contre, elles n'ont pas de commit explicite, à moins que vous ayez spécifié la variable autocommit à 1. Donc tout ce qui est select, insert, delete, update, normalement, n'a pas de commit implicite derrière, à part si vous le demandez. Donc, il y a un petit cas particulier dont j'aimerais encore parler, qui est souvent un petit peu incompris. C'est que vous avez remarqué qu'on peut faire un rollback sur un delete. Si par exemple vous avez fait un delete d'une table, que vous avez oublié la clause where, ça peut arriver, et bien au lieu d'avoir supprimé quelques lignes, vous avez supprimé toutes les lignes de la base de données. Et donc là vous avez la possibilité de faire un rollback pour revenir à l'état de la table avant la suppression. Là, ce que l'on utilise très souvent en base de données, c'est la commande truncate, et souvent quand les gens vous comparent delete et truncate, les gens vous disent ça fait exactement la même chose, sauf que truncate est plus rapide. Alors ça ne fait pas exactement la même chose. Si vous faites un delete sans clause where, vous allez avoir une table vide, sur laquelle vous pouvez faire un rollback. Si vous faites un truncate d'une table, vous allez aussi obtenir une table vide, mais le processus n'est pas tout à fait le même. Le truncate va faire un drop de table, et va faire un create de table derrière. Donc c'est-à-dire qu'il va vous supprimer la table, et il va la recréer. Et la différence, elle est là. Si vous faites un delete, en fait, le MySQL va faire en sorte de sauvegarder les données de votre table pour que vous puissiez faire un rollback. Donc ça va prendre du temps de sauvegarder ces données. Mais d'un autre côté, vous avez l'assurance que vous pouvez revenir sur ces données si jamais votre delete a été faux. Si vous faites un truncate, vous allez faire un drop table suivi d'un create table, et ce sont deux commandes qui ont un commit implicite. Donc un truncate va vous vider la table sans que vous puissiez revenir en arrière avec un rollback. Un rollback sur un truncate est impossible. Donc, je rappelle encore juste une dernière chose, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu au travers des différentes manipulations qu'on a fait, tant que la transaction n'est pas passée par un commit, les modifications ne sont pas visibles pour les autres sessions. Donc vous travaillez localement, vous travaillez de manière temporaire, mais pour l'instant, personne ne peut voir vos modifications. Donc encore une fois, les transactions sont un outil qui est très efficace pour maintenir finalement la cohérence de la base de données. Donc c'est un aspect sécuritaire qui n'est pas vraiment basé sur une attaque qui pourrait y avoir de l'extérieur, mais on se rend compte que dans des organismes par exemple comme les organismes bancaires, où énormément de choses sont des contreparties d'autres choses, comme les virements, les paiements de salaire, ce genre de choses, ou même les virements d'un compte à l'autre chez un même client, eh bien la notion de transaction est très importante. Parce qu'en fait, on pourrait se retrouver dans un état désastreux si on ne faisait que la moitié des tâches, si on ne faisait pas la contrepartie de la tâche qui en nécessite une. Et la transaction va apporter une solution là-dedans. On peut imaginer, par exemple, on en a déjà parlé un petit peu, qu'une transaction se lance et qu'en plein milieu, il y a une coupure de courant qui éteint le serveur. Donc, normalement, les serveurs sont assez sécurisés dans les grandes entreprises, ça peut arriver dans les petites entreprises. Qu'est-ce qui se passerait si, dans une transaction,
là en fait le serveur était interrompu et que la tâche qui était en train d'être exécutée était interrompue. Et bien la plupart du temps, quand vous redémarrez votre serveur et que vous redémarrez un serveur SQL, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier l'état de la base et qu'il va faire un rollback. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait en temporaire, il va le supprimer. Ce qui va peut-être vous faire perdre du temps, puisqu'effectivement tous les traitements qui sont déjà passés vont être annulés, mais au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas vous retrouver dans un état bâtard de la table, avec la moitié des données qui sont passées, l'autre moitié qui ne sont pas passées, parce que les traitements informatiques vont très vite, les traitements informatiques avec la base de données vont très vite, et si vous êtes obligé de chercher à quel moment le processus a été interrompu pour que tout simplement ne pas passer des traitements en double ou alors en avoir oublié, en fait ça c'est le genre de choses où vous allez perdre énormément de temps pour trouver la solution, pour savoir quel est le point de départ à partir duquel vous allez devoir repartir. Donc voilà, une petite vidéo qui présente les transactions. On va voir encore dans les vidéos qui viennent d'autres manières encore de sécuriser plus notre base de données au travers des verrous et des requêtes préparées. Et d'ici là, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt.